voilà le cœur du sujet. La suite d'un excellent film qui se déroule 27 ans après, les enfants qui sont de retour pour des flashbacks, donc de nouvelles scènes avec eux, donc c'est super, Gripsou qui est de retour plus machiavélique que jamais, l'équipe du 1 qui reste quasiment la même pour cette suite, pour finalement arriver à ce résultat, ce sont les mêmes qualités, les mêmes défauts que son aîné. Mais les qualités ont été amplifiées et il y a de nouveaux défauts. Mais j'ai développé tout ça, naturellement. D'abord, de manière globale, ça chapitre 2 d'Andrés Muschietti est juste fou. Le budget de ce film est 2 fois supérieur à son aîné et on sent l'équipe vouloir faire un film d'horreur assez unique et ça se voit déjà de par sa direction artistique mais complètement folle. Alors bien sûr, il y a les scènes qui proviennent directement du livre, comme celui du dîner qui est bien stressante et qui rend fou, dû à sa mise en place progressive, et surtout toutes les idées visuelles de ce que deviennent les gâteaux. Mais alors la scène dans le Palais des Glaces, elle fonctionne en termes de mise en scène, sa tension crescendo, la course contre la montre, les vitres qui nous font perdre dans ce labyrinthe, les lumières qui clignotent, les visages que Gripsou fait avec sa grande langue et son large sourire, enfin bref, que des idées visuelles à foison. D'ailleurs, la bande originale de Benjamin Wallfisch et la réalisation d'Andrés Muschietti ont les mêmes problèmes que le film précédent, à savoir l'utilisation de certains clichés d'horreur, comme par exemple les jumpscares entre autres. Par contre, pour réaliser des scènes stressantes, ça ils savent faire. Et c'est facile à le voir. Il y a tout un passage sur internet, celui de Beverly qui retourne chez elle, où il y a la mise en place progressive du danger, et de quelque chose qui ne va pas dans cet appartement. Avec d'abord les mouches sur la fenêtre, la réplique de la vieille femme qui dit que mourir à Derry, c'est pas vraiment mourir. La découverte de la blessure de la vieille femme qui dérange, puis le plan qui devient un plongée lorsque Beverly se rend compte de qui est sur la photo, etc., etc., et etc. Par exemple, la scène où Gripsou essaye d'amadouer une jeune fille dans un stade de baseball. Le but de cette scène, c'est pas de te faire sursauter, même si on sent le truc du timing. Mais le truc, c'est de jouer justement avec ce truc stressant, puisqu'on sait qu'il va arriver quelque chose à la gamine. Mais le clown, il fait durer la situation, justement. Puis il y a un travail sur les transitions pour passer d'une époque à une autre, où c'est intéressant en termes de mise en scène. Par exemple par le biais de raccords de mouvement, de fondus superposés entre deux personnages, par le biais d'une lumière d'un vidéoprojecteur, ou simplement de faire la transition d'une époque à une autre en passant d'un adulte à un enfant, inversement, etc. Mais c'est avec ce genre de réflexion que le rythme du film ne fléchit jamais. Et le casting est bon, déjà les jeunes acteurs et actrices sont toujours touchants et offrent de bonnes scènes intimistes, se posant des questions sur leur avenir et s'envoyant des réflexions, et leur version adulte se débrouille bien, ils sont tous bons, ils ont tous vraiment une bonne manière de jouer, ils sont tous impliqués dans ce qu'ils font. Par contre, ils sont moins attachants parce qu'ils ont une intrigue à résoudre. Mais par contre, ils ressemblent à leur version jeune. Non, sans rire, James Ransom, c'est vraiment la copie adulte de Jack Dylan Grazer dans ce film. Et je gardais les meilleurs pour la fin. Bill Skarsgård en Gripsou. Isn't that what your friends call you? You're not my friend, you're scary. Why are you crying? People always make fun because of the way I look. Bill Skarsgård est juste énorme. Je vais pas faire le débat stérile entre qui est le meilleur entre Tim Curry ou Bill Skarsgård, ça serait comme comparer deux versions du Joker qui n'ont rien à voir et ça tient plus de l'interprétation que l'on se fait du personnage. Mais dans les deux cas, Curry et Skarsgård se déchaînent dans leur rôle. Curry jouait plus sur le danger du personnage en se présentant toujours comme une menace avec son regard et son attitude, même lorsqu'il s'amuse avec Richie dans la bibliothèque. Là où Skarsgård joue plus sur la bestialité et le côté animal de Gripsou, vraiment en se la jouant prédateur, prêt à bondir quand l'occasion se présente, comme un chat qui fait joujou avec sa proie, et en jouant avec tous les traits de son visage, de sa bouche en avant à son œil de travers. Puis ça, chapitre 2 est juste fou. 2h50 contre les 2h15 du premier, et chose surprenante, le film n'est jamais ennuyeux. Les détails superflus et mal utilisés, et une structure répétitive un peu au deuxième acte, mais sinon, globalement, il est jamais plombant. Parce que le fait d'avoir réalisé un film avant sur les enfants, du coup, c'est ultra bénéfique pour ce deuxième volet, parce que comme on sait qui est qui, on a déjà l'attachement pour les personnages, mais attachement qu'il faut recréer certes ici, mais puis surtout, comme on connaît la chronologie des événements, et comme on sait qui est qui, du coup, tu gagnes un temps fou à raconter ton histoire, et tu gagnes en fluidité.
Par contre, c'est là où je mets un bémol, c'est concernant les flashbacks. Parce que les flashbacks sont certes très sympas, on retrouve les enfants, ça apporte de la profondeur, c'est hyper cool. Par contre, ça me pose un problème au niveau de la continuité. Le fait de faire ce deuxième film les a piégés. Ils ont été obligés de reprendre les éléments du livre non exploités dans le premier, du coup ce qui fait que c'est un peu étrange. Parce que oui, c'est bien beau de nous expliquer que les ratés avaient un sous-sol secret dans les friches, mais du coup, pourquoi ne pas en avoir parlé avant ? Et le rituel de Chud ? Je veux dire, ça débarque comme ça dans la mythologie des films, alors que le premier volet s'était bien gardé de pas en parler. Et Henry Bowers, vu le traitement qu'on lui réserve dans ce film, comme dans le téléfilm et comme dans le livre d'ailleurs, on pourrait très bien l'enlever de l'histoire que ça ne changerait rien du tout. Parce que oui, à part un entaille sur dans la joue d'Eddie, c'est pas du tout un obstacle, c'est pas du tout un danger, c'est pas du tout une menace. Et puis c'est d'autant plus dommage parce que les ratés pourraient prendre leur revanche sur Henry Bowers. En plus, il y a cette scène où Ben voit Henry Bowers au loin et Ben se souvient de l'entaille que lui a fait Henry. Et Ben, justement, le flashback de Ben qui se déroule dans l'école. C'est impossible que ce souvenir ait pu avoir lieu. C'est pas possible. Parce que la dispute des ratés se passait bien après l'été. Enfin, ça se passait pendant l'été. Et justement, le premier film se passe quand ? Ah, y a rien de mieux au monde. Ouais. Essaye de te toucher la nouille, c'est encore mieux. Alors on fait quoi demain? Je commence à m'entraîner. Tu t'entraînes à quoi? À Street Fighter. Tu passes tes vacances enfermé dans une salle de jeu? C'était les vacances scolaires. Alors que foutent des jeunes en pleines vacances dans l'école? Je comprends pas. Et puis surtout, on nous rabâche très bien que c'est les vacances. C'est l'été, on devrait être en train de s'amuser. Je peux pas mieux là. Alors, s'il y a une explication logique à tout ça, je veux bien, je suis preneur. Parce que ça me désole franchement de tomber sur cette incohérence. Mais si un mauvais film le faisait, ça serait juste la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Et je peux pas cacher ça sous le tapis, sous prétexte parce que je trouve le film génial. Mais il faut être honnête, même les bons films, les films cultes, ont des problèmes. Mais là, c'est à se demander s'ils ont revu le premier film avant de l'écrire. Et justement, dans l'écriture, les personnages suivent l'évolution laissée par la fin du premier. Même si là, ils ont régressé parce qu'ils ont oublié. Mais qui en même temps, c'est plutôt raccord avec nous quand on grandit. Des fois, on pense mûrir, mais des fois, on oublie des erreurs au passage. On oublie des choses, donc il faut qu'on s'en rappelle. Mais c'est assez intéressant. Et puis surtout, ils trouvent tous une conclusion assez satisfaisante. Je vais pas reparler de Henry Bowers, mais surtout de Mike Hanlon, qui était délaissé dans le premier, mais qui là est beaucoup plus mis en avant et qui a une personnalité un peu plus ambiguë. Bon, disons plutôt cachotier, mais qui là trouve une fin assez belle, parce que là, il est enfin libéré. Il peut enfin évoluer. Et la fin du film diffère de celle du livre, mais ironiquement beaucoup plus satisfaisante. Ouais, parce que, croyez-moi, si vous n'avez pas lu le livre, vous allez nager entre la drogue et le série Z. Oui, à ce point. Mais là, on se retrouve avec une sorte d'autocritique et de payoff avec le personnage de Bill, qui est devenu romancier. Bon, ça c'est dans le livre. Mais dans le film, les personnages, les gens adorent son travail, mais détestent ses fins. Comme quoi, c'est toujours galère d'écrire une bonne fin qui satisfasse tout le monde. Cependant, on peut reprocher à ce deuxième volet de reprendre la même structure globale que le premier film, à savoir disparition d'un personnage qui lance l'intrigue. Ensuite, perso fait un truc, puis apparition, attaque de Gripso ou d'un autre truc, perso fait un truc, plus attaque de Gripso fait un autre truc, etc., etc. Puis ensuite, attaque dans la maison de Nibalt où l'attaque d'un des monstres, enfin d'un des leurs, est une tête qui est la menace directe, puis ensuite attaque dans le repère de Gripso. Ouais, ça se voit un peu. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la faute du bouquin de base, parce que, faut être honnête 2 minutes, les 2 livres de Stephen King, ils sont très longs. En plus de contenir des passages un peu en longueur, et puis des passages what the fuckesques. Genre la partie avec les 7 enfants qui se font une partouze dans les égouts pour qu'ils puissent retrouver le chemin. Et je déconne même pas en disant ça. Quand on regarde bien, c'est juste King qui a eu trop plein d'idées. Des excellentes idées, de bonnes idées, des idées un peu quelconques et des idées un peu bizarres. Parce que derrière, l'idée d'affronter nos peurs d'enfants une fois adultes, c'est très bien. Mais dans le traitement, ça fait que, dans le premier ça, l'histoire avec les gosses, elle est satisfaisante à être toute seule. Parce qu'ils ont déjà affronté leurs peurs, ils sont déjà devenus grands à la suite de cette histoire. Parce que c'est ça la thématique, c'est la thématique du passage à l'âge adulte. En fait, c'est pour ça que tout le monde adore la partie avec les enfants et moins celle des adultes, parce que c'est répétitif. Et du coup, ce deuxième film se retrouve avec le même problème que le livre. Mais là, pour le coup, ils ont réussi à justifier le retour des adultes et des enfants et les souvenirs
parce que c'est justifié narrativement, parce qu'il fallait absolument qu'ils se souviennent de qui ils étaient, de ce qu'ils ont affronté, pour pouvoir devenir meilleurs et pour pouvoir affronter Gripsou, et pour pouvoir l'affronter définitivement. Et c'est là-bas avec la thématique globale de ce film. Devenir un adulte confirmé, tout en restant un peu un enfant, tout en rejetant ce monde terne des adultes. Et c'est pour toutes ces raisons, et surtout à cause de la surexplicitation des événements et des événements antérieurs à l'histoire que King veut mettre en place, il veut absolument tout développer, par exemple la fusillade à la fin du tout premier roman, c'est pour toutes ces raisons que je trouve que les deux films d'Andrés Muschietti, les deux ça d'Andrés Muschietti, sont bien meilleurs que les deux livres de King. Ils ont une bonne base, oui. Stephen King est un auteur débordant d'imagination. Et ce qu'il a fait avec les deux ça, remplir 1400 pages d'univers, vraiment d'événements aussi riches, aussi complets, c'est à saluer, c'est incroyable. Mais derrière, ça ne pense pas en termes de rythme, il remplit beaucoup trop. Tandis que là, les deux films se concentrent vraiment sur l'essentiel et ont compris l'essence. Ils ont gardé vraiment l'esprit des deux livres. Et donc c'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus intéressant, que c'est beaucoup plus consistant, beaucoup plus cohérent. Et surtout, ils ont gardé que le meilleur. Et puis derrière, ils ont enlevé des éléments moins gênants. Alors peut-être que le travail d'adaptation de Cary Fukunaga aurait pu être différente, voire excellente, voire cauchemardesque. Mais derrière, en ne gardant que le meilleur, Andrés Muschietti, avec l'aide de sa sœur productrice Barbara, ils avaient une vision. Ils ont fait des films d'auteur. Parce que, par quoi commence ce deuxième film, et un peu par extension le roman, l'événement qui indique le retour de Gripsou? C'est l'agression homophobe. Pour Muschietti, c'était important de le placer. Parce que ça relève que ce genre de crime existe encore et que ça donne l'impression de revenir en arrière, que de vieilles valeurs émergent des ténèbres, que la politique utilise la peur et la division pour leur profit personnel et que l'on risquait de répéter les mêmes erreurs. D'où la répétition des adultes qui doivent à nouveau faire face à leur peur d'enfant avec un méchant qui utilise la peur pour ses fins personnelles. C'est quand même pas rien de débuter son film par cette scène, et c'est pour ça que les deux films de Muschietti ont compris l'essence du livre, ce qui faisait que c'était intéressant. La réalité ou normalité peut davantage être aussi cruelle psychologiquement ou physiquement que nos pires cauchemars. Parce que même éloignés du clown, les enfants ne sont pas en sécurité et il peut leur arriver d'être en danger ou de ressentir un malaise. Muschietti est un auteur et un bon, parce que ce qui lui apporte avant tout, ce sont les personnages et tout ce qu'on peut dire avec, sur nous et sur notre monde. Son premier film Mama, adapté du court-métrage du même nom, possède les mêmes inconvénients que ces deux ça, mais il s'en dégage une beauté et une histoire surprenante et des scènes qui font mouche. Par exemple, ce plan fixe où il n'y a que 3 personnages dans la maison, les deux sœurs Lily, Victoria et leur tante Annabelle. Andrés et sa sœur productrice Barbara Muschietti mettent au point des histoires où les personnages sont attachants et auxquels on ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose, le tout dans des univers baroques et poétiques. Pour eux, ce qui compte, ce sont les personnages, parce que sans ça, il n'y a pas de film. Et mine de, le bougre est en train de se forger une filmographie cohérente, puisque chacun de ces films ont énormément de similitudes, des traumatismes de l'enfance, les passages cauchemardesques tétanisants, les visages et les corps déformés. Et son prochain film sera l'adaptation de l'Attaque des Titans, un manga qui parle des traumatismes de l'enfance, des personnages attachants, des passages cauchemardesques tétanisants et des monstres difformes dans un univers médiéval baroque. Donc pile ce qu'il faut et c'est pas du tout un choix aléatoire. Et espérons qu'Andrés Muschietti passe enfin le cap en se perfectionnant comme les personnages de ça. Là où le premier était la fin de l'innocence, le début de l'âge adulte, ce second film est la confirmation des choix des personnages. Ils avaient régressé parce qu'ils avaient oublié qui ils étaient. Mais cette aventure nostalgique qui les a réunis leur a fait comprendre qu'être un raté n'est pas une mauvaise chose, que nous pouvons réussir. Parce que l'avantage d'être un raté, c'est que tu peux tout réussir. Your Georgie, I still do it now with all the kids I meet. So come be a hero, and I will let them go. Just take my red balloon, and together we will float.